Donc bonjour à toutes et à tous et bonjour Yasmine Kando. Alors je suis très Bonjour. heureuse d'être avec vous aujourd'hui, de vous recevoir dans le podcast Mange, Vie, Aime. Alors on se retrouve dans cet épisode pour parler d'une thématique importante qui a été mise au rang de sujet de santé publique depuis 2022 grâce à des échanges et des travaux collaboratifs entre Endo-France et l'association dont vous êtes présidente, Yasmine, et le gouvernement. Et donc aujourd'hui, on va parler d'endométriose. C'est un sujet qui nous concerne un peu tous et toutes, puisque c'est une maladie gynécologique inflammatoire qui touche en moyenne 10% des femmes. J'en suis atteinte, vous en êtes atteinte, et on a sûrement toutes et tous une personne dans notre entourage, une femme atteinte d'endométriose. Donc pour commencer, Yasmine, pourriez-vous vous présenter à ceux qui ne vous connaissent pas et nous expliquer en détail ce qu'est l'endométriose? Alors, je suis donc Yasmine Kando, je préside l'association Endo-France depuis 12 ans maintenant. C'est une association qui existe depuis 23 ans. Je suis moi-même atteinte d'endométriose. J'ai mis 7 ans avant d'obtenir le diagnostic et ça a été un parcours assez chaotique qui explique ce pourquoi je me suis engagée dans l'association, bien évidemment. L'endométriose, de quoi parle-t-on? Alors, c'est une maladie gynécologique qui peut devenir chronique et qui a un impact qui peut être très invalidant sur le quotidien. Pour vous donner quelques chiffres, déjà, c'est une pathologie qui concerne une personne menstruée sur 10. Dans 70% des cas, il y a des douleurs invalidantes chroniques qui empêchent d'agir dans le quotidien. On sait aussi que 40% des cas d'infertilité sont dus à l'endométriose, qu'il faut jusque-là, en moyenne, 7 ans pour poser le diagnostic. Je suis persuadée que les choses vont évoluer dans un futur plus ou moins proche. Et à ce jour, malheureusement, on ne sait pas guérir l'endométriose. C'est une maladie au long cours, une maladie que l'on peut avoir toute la vie. Et il faut trouver des solutions pour essayer de vivre mieux avec elle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'endométriose? Ça tire son nom de l'endomètre. L'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse la cavité utérine et qui va gonfler pendant le cycle pour accueillir un embryon. S'il n'y a pas de fécondation, cette muqueuse ne sert à rien, elle va donc se détacher, saigner, c'est ce qui va former les règles. Et on parle d'endométriose quand on retrouve ailleurs que dans cette cavité utérine des lésions semblables à cet endomètre qui vont se greffer sur les organes qui sont autour, dans la zone pelvienne, autour de l'utérus, les trompes, les ovaires, le vagin, les intestins, le rectum. Ça peut même remonter au niveau du diaphragme. Et donc la particularité des cellules qui sont greffées sur les organes, c'est que chaque mois, au moment des règles, elles aussi, elles vont entendre le message hormonal et vont se mettre à saigner. Et cycle après cycle, c'est ce qui va former des kystes, des nodules, des lésions, des adhérences et des lésions sur les organes qui vont coller les organes entre eux, des micro-hémorragies mensuelles qui vont vraiment entraîner de l'inflammation. Tout ça, ça va faire mal. Ça peut faire mal, puisqu'il y a quand même des cas d'endométriose qui se développent sans douleur. Et c'est ça qui donc génère l'endométriose et toutes les complications que l'on peut avoir en fonction des formes de la maladie, parce qu'il y a plusieurs formes de la maladie. Donc il y a une endométriose que l'on va appeler superficielle ou péritonéale, c'est quand les lésions d'endométriose se greffent sur le péritoine étant la membrane qui entoure nos organes dans le ventre. Il y a l'endométriose profonde, donc là on passe sous le péritoine et les lésions commencent à infiltrer les organes. Et généralement on parle d'endométriose profonde quand les organes sont infiltrés de plus de 5 mm. Ça veut dire qu'une lésion par exemple va rentrer dans la vessie, va rentrer dans les tissus du rectum, voilà, et tout ça c'est de l'endométriose profonde. Et puis il y a l'endométriome. L'endométriome c'est le kyste d'endométriose situé sur les ovaires. On peut l'avoir sur un seul ovaire ou sur les deux. Et il y a une forme un peu particulière qui s'appelle l'adénomiose. Là, c'est quand l'endométriose va vraiment rester coincée, pour schématiser, à l'intérieur du muscle de l'utérus. Vraiment à l'intérieur du muscle lui-même. Voilà. Est-ce que c'est une bonne façon de définir l'adénomiose comme étant de l'endométriose interne? Oui, c'est effectivement comme ça qu'on définit usuellement l'adénomiose, Oui. endométriose interne à l'utérus.
Et on Voilà. peut bien sûr cumuler, c'est-à-dire avoir de l'adénomiose et d'autres lésions d'endométriose, ou alors avoir l'adénomiose seule. Ouais, donc on voit que c'est vraiment une maladie très complexe. Donc merci pour ces points de vocabulaire, parce que quand on rentre dans le parcours de soins de l'endométriose, tous ces termes sont du coup deviennent du quotidien. Donc c'est bien de savoir de quoi on parle. Et du coup c'est une maladie complexe à définir, complexe à comprendre, complexe à diagnostiquer, on l'a dit, avec parfois 7 ans, 10 ans, enfin voilà, c'est du coup assez difficile. Et au final, tout ça fait que c'est complexe à appréhender et à parfois accepter. Et donc l'épisode du jour, il est réalisé dans le cadre d'un événement caritatif qui s'appelle le Podcaston et qui rassemble des podcasteurs et des podcasteuses qui tendent le micro à des personnes engagées dans des associations. Donc ici, dans votre cas, vous représentez l'association Endo France. Et donc, je vous tends le micro pour que vous nous présentiez justement Endo France, son histoire, ses pôles, ses missions, et quel est vous, votre parcours, votre histoire en lien avec cette association. Alors, donc comme je le disais tout à l'heure, Endo France a été créé en 2001, donc je n'en suis pas du tout à l'origine. Alors à l'époque, il faut savoir qu'on ne parlait pas du tout d'endométriose, hein. Donc ce sont 3 jeunes femmes qui se sont retrouvées comme ça. Je crois qu'elles s'étaient même contactées à travers des forums qui existaient au Québec, je crois. Et elles ont décidé en France de faire quelque chose parce qu'on ne parlait pas d'endométriose. Donc elles se sont retrouvées, elles ont créé Endo France. Et de 3 personnes, aujourd'hui, voilà, on est 120 bénévoles à gérer l'association. On a fait un beau parcours. Mais alors, effectivement, moi, j'ai rencontré Endo France en 2006, à l'époque où mon endométriose commençait vraiment à prendre de la place dans mon quotidien. Ça devenait compliqué. Les médecins, les interlocuteurs que j'avais ne savaient pas forcément comment gérer le problème. J'étais un peu perdue. Et un jour, j'ai tapé endométriose sur l'internet et je suis tombée sur Endo France. J'ai participé à ce qu'on appelle une rencontre amicale, donc un petit groupe de parole entre femmes atteintes avec une bénévole régionale. Et j'ai eu beaucoup de soutien, j'ai eu des réponses à mes questions. Le partage de nos aventures communes, en quelque sorte, m'a fait énormément de bien. Et quelques temps après, je me suis dit, mais moi aussi, je veux redonner ce que j'ai reçu. J'ai reçu tellement de choses que je me suis dit, voilà, moi aussi, à mon tour, je veux m'impliquer. Donc, je suis d'abord devenue bénévole régionale en Normandie, parce que j'habite en Normandie. Et puis, voilà, j'ai organisé des actions, j'ai répondu à des femmes qui nous écrivaient. Et puis, j'ai voilà, mené plusieurs actions, des conférences, etc. Et puis j'ai décidé en 2012 de me présenter pour devenir présidente de l'association. J'ai été élue, voilà, et ça fait 12 ans maintenant. Et voilà. Ouais, donc c'est un beau parcours, c'est une longue histoire, comme en lien avec les diagnostics, tout est long, mais finalement il y a beaucoup de choses qui évoluent. Donc l'endométriose, c'est une maladie en plus évolutive, complexe, et on a aujourd'hui, vous l'avez dit, pas de traitement concernant, en tout cas à ce jour, pour cette maladie. Endo France, ses 3 missions, c'est soutenir, informer et agir. Aujourd'hui, donc on va détailler ces trois piliers que vous avez comme type d'action, en tout cas à Endo France. Est-ce que vous pourriez, Yasmine, nous expliquer pourquoi se sentir justement soutenu, comme vous avez pu l'être avec votre entrée, votre lien avec Endo France, pourquoi se sentir soutenu quand on est atteinte d'endométriose, puis au cours de notre vie, c'est si important, et comment Endo France aborde ce pilier justement du soutien? Quel est son angle d'attaque? Alors, c'est vrai que il y a une particularité peut-être dans l'endométriose, c'est que c'est une maladie qui va nous isoler. Pourquoi? Parce que c'est une maladie invisible, c'est une maladie qu'on ne comprend pas. Déjà, soit quand on en est atteint, l'entourage encore moins, c'est très abstrait. Et puis, on se rend compte que le corps médical lui-même ne comprend pas cette maladie. Aujourd'hui, par exemple, on ne sait pas dire quelles sont les causes de l'endométriose. La communauté scientifique dans son ensemble ne sait pas statuer là-dessus, ce qui fait que ça rend la prise en charge plus complexe. Mais voilà, on se sent seul quand on a l'endométriose. Et en fait, il y a toute une communauté, et c'est ce que j'ai trouvé dans Endo France, hein, c'est cette communauté de femmes qui souhaitaient partager, qui apporte vraiment
un soulagement dans le quotidien en se disant mais oui, je ne suis pas seule, certaines vivent la même chose que moi ou des choses similaires, ensemble on va se soutenir, on va s'entraider. Et c'est comme ça petit à petit que aussi EndoFrance s'est développée, puisque quand j'ai pris la présidence, nous étions 15 bénévoles. Aujourd'hui, nous sommes 120. Nous avions 260 adhérents. Aujourd'hui, nous sommes plus de 3000 adhérents. Donc vraiment, on se rend bien compte qu'il y a ce besoin d'action et on le perçoit encore plus à travers les mails que l'on reçoit. On a, à partir de 2020, 2021, le nombre de mails que l'on reçoit chaque année est monstrueux. C'est entre 30 et 40 000 mails. C'est énorme. D'abord parce qu'on est bénévole et qu'on fait ça le soir après le boulot, qu'on a aussi notre vie personnelle et surtout notre vie avec la maladie. Donc être bénévole chez EndoFrance, c'est un engagement avec les tripes réellement, parce que voilà, on a tellement, la majorité des bénévoles chez EndoFrance sont atteintes dans des formes relativement sévères, et on a tellement souffert et galéré qu'on ne veut surtout pas que les jeunes filles d'aujourd'hui et de demain vivent cela. Donc, on s'est dit, ce qu'on peut apporter, c'est ce qu'on a reçu, c'est donc le soutien. Et c'est aussi comme ça que l'association a évolué, parce que quand elle a été créée, l'endométriose n'était pas du tout connue, n'était pas du tout médiatisée, et notre slogan, c'était « Sortons la maladie de l'ombre ». Après quelques années, force était de constater que la maladie était sortie de l'ombre. On reviendra peut-être dessus plus tard. Et du coup, on a changé notre slogan, on a évolué vers soutenir, informer, agir. Et le soutien, c'est vraiment le pilier de base de l'association, et c'est le travail des bénévoles, et notamment des bénévoles du terrain, celles qui sont en contact avec les patientes, celles qui sont en contact avec l'entourage et qui répondent à tous ces mails, à ces 30 000 mails que l'on reçoit. Elles organisent chaque année, et comment se traduit ce soutien? Donc il y a déjà ces mails importants auxquels nous répondons, et puis il y a les actions que nous organisons. Chaque année, on organise plusieurs centaines d'actions. En 2023, c'était presque 700 partout en France, que ce soit en présentiel ou en visio, pour justement offrir plus de proximité à celles et ceux qui en ont besoin. Donc le soutien, il passe à travers ces actions, à travers ces mails. L'information, elle passe au travers des conférences médicales que l'on peut organiser, des tables rondes que l'on propose avec des professionnels de santé, et puis elle passe aussi à travers nos actions de sensibilisation avec deux pans particuliers. Vers les plus jeunes, on intervient en collège et lycée, et puis vers les entreprises, le monde du travail, aujourd'hui a besoin d'être sensibilisé sur l'impact que l'endométriose peut avoir sur le quotidien professionnel et sur ce qu'on peut mettre en place pour aider les personnes qui en sont atteintes. Et puis l'information, c'est aussi à travers nos deux ouvrages. Nous avons publié Idées reçues sur l'endométriose, dont la 3e édition va paraître le 18 avril. C'est un livre qui est co-rédigé avec des médecins et qui part vraiment des principales idées reçues que le grand public peut avoir sur la maladie. Et puis le deuxième, c'est justement tourner vers les jeunes, l'endométriose de Clara, comprendre la maladie pour les 15-25 ans, parce que finalement, non, on n'est pas trop jeune pour avoir de l'endométriose, même si toutes les douleurs de règles ne sont pas dues à l'endométriose, et ça, il faut continuer à le dire, mais très souvent à l'adolescence, c'est là que les premiers signes de la maladie arrivent. Il faut savoir détecter les signaux d'alerte pour ne pas considérer qu'une douleur qui empêche d'agir dans le quotidien, une douleur qui conduit à l'absentéisme scolaire et plus tard professionnel, soit normale. Il faut vraiment sortir de la douleur c'est dans votre tête, la douleur est normale, ça on ne peut plus. Voilà un petit peu comment nos actions de soutien et d'information se mènent. Du coup on voit que finalement l'information est une forme de soutien, puisque du coup avoir l'information, c'est avoir aussi une sorte d'autonomie face à sa propre maladie, comprendre aussi son corps, comprendre du coup comment fonctionne et peut évoluer la maladie. C'est une maladie inflammatoire, mais aussi qui fonctionne par crise, donc il y a aussi cette notion de quand on pose un diagnostic, en tout cas moi j'ai des amies qui ont après moi appris qu'elles avaient une endométriose, elles étaient persuadées qu'elles allaient être dans la douleur tout le temps, de manière linéaire et sans interruption, alors qu'on voit que finalement c'est aussi assez cyclique et en même temps par crise inflammatoire selon différents éléments déclencheurs, que ce soit parfois le stress ou
l'alimentation. Alors du coup en termes de soutien, donc on a l'entourage, les professionnels, l'information, mais on peut aussi peut-être, j'imagine, se baser sur du soutien de médecine aussi alternative, des médecines douces pour aussi arriver à peut-être gérer ce quotidien qui est difficile et qui tourne autour de la notion de douleur. Moi, dans mon cas, alors c'est vrai que quand on m'a diagnostiqué l'endométriose, en fait, c'est arrivé dans un contexte où je ne suspectais pas du tout d'avoir une endométriose. J'avais plutôt des problèmes très très important au niveau de la sphère digestive, avec une grosse période de crise de plusieurs mois d'hémorragie digestive. Et donc j'ai vu plusieurs gastro-entérologues, et donc il n'y avait aucune explication après les divers examens, coloscopie, il n'y avait pas de rectocolite hémorragique, il n'y avait pas de maladie de Crohn, et au bout d'un moment, c'est quand j'ai fait ma visite gynécologique, ils m'ont fait passer donc un IRM pelvienne, une IRM pelvienne pour finalement voir que j'avais de l'endométriose profonde. Donc finalement, c'est dans la sphère du digestif que j'ai voulu agir, et donc mon soutien, je l'ai pris pour gérer mes douleurs qui étaient donc beaucoup plus liées au digestif que à finalement les règles ou ce genre de douleurs-là. Je l'ai trouvé mon soutien dans l'alimentation. Donc on peut trouver aussi du soutien dans, par exemple, la gestion du stress, des émotions, parce que quand on est soumis à ce genre de douleurs et d'émotions, il faut aussi aller jouer sur la sphère du mental. Donc moi, mon projet, c'est Madame Shiitake, donc j'ai à la suite de tout ça, de toute cette investigation, essayé de partager mon parcours vis-à-vis de ça, et donc je partage ma méthode bien dans l'assiette, bien dans la tête. Quel est votre moyen de vous soutenir dans votre quotidien? Quels sont votre boîte à outils? Elle est composée de quoi pour gérer la douleur, par exemple? Alors déjà, je vais revenir un petit peu sur ce que vous avez dit. Effectivement, aujourd'hui, la prise en charge de l'endométriose, ça n'est pas qu'un seul pan. Ça n'est pas seulement la médecine, ça n'est pas seulement les médicaments, ça n'est pas seulement la chirurgie. C'est aussi tout ce qu'on peut faire à côté pour s'accompagner, si j'ose dire, dans le quotidien. Et ça, les médecins aujourd'hui l'ont très bien compris, la Haute Autorité de Santé aussi, puisque dans les recommandations pour la pratique clinique de l'endométriose, il est bien spécifié que c'est une alliance thérapeutique entre les traitements hormonaux, dont on a besoin quand même à un moment, les traitements médicamenteux antalgiques notamment, la chirurgie quand il y a un échec des traitements, et le soutien des médecines complémentaires. Alors la Haute Autorité de Santé va recommander l'ostéopathie, le yoga, la relaxation avec l'hypnose sophrologie et l'acupuncture. Nous, on oriente aussi vers la kinésithérapie parce que les kinés formés en pelvie-périnéologie peuvent vraiment être un soutien sur les douleurs viscérales, sur le petit bassin, etc. Et effectivement, alors la Haute Autorité de Santé dit qu'il n'y a aucune preuve scientifique aujourd'hui, il n'y a pas eu de publication vraiment qui montre l'impact de l'alimentation sur l'endométriose, mais toutes celles qui ont essayé l'éviction de certains aliments montrent que ça agit sur l'inflammation et qu'elles sont moins douloureuses, il y a moins de crises en tout cas, la fréquence des crises diminue en fonction de ce qu'elles mangent. Ça c'est vrai. Moi, qu'est-ce qui m'a aidée? Alors la première des choses, vraiment l'outil qui m'a vraiment aidée, c'est l'hypnose, l'auto-hypnose, puisqu'en me mettant dans un état de confiance modifié, voilà, j'ai appris à gérer la douleur pour éviter qu'elle ne se transforme en souffrance absolue. Voilà, j'ai appris à reconnaître la douleur, à essayer de la sortir de mon corps. J'utilise aussi beaucoup la neurostimulation électrique, le TENS, donc ce petit appareil avec des électrodes qui va donner quelques impulsions électriques, qui va en fait permettre de libérer des endorphines. Ça aussi, ça m'aide à gérer beaucoup de mes douleurs, et notamment des douleurs neuropathiques chroniques. Et puis, effectivement, depuis quelques années, l'alimentation. Alors moi, le gluten n'a rien changé, par exemple. Typiquement, je suis pas intolérante au gluten. J'ai voulu essayer une alimentation sans gluten pour voir si ça changeait quelque chose aux douleurs, mais absolument pas. Et effectivement, une diététicienne m'a expliqué que si de base je n'étais pas intolérante au gluten, il n'y avait aucune raison que ça change quelque chose sur mon ressenti douloureux. Donc je continue à manger du gluten et ça ne majore pas mes crises du tout. En revanche, les produits laitiers, et notamment à base de lait de vache, là c'est évident que ça va amplifier l'inflammation tout de suite.
J'ai essayé de diminuer le café aussi, voilà, la viande rouge, essayer tous ces aliments pro-inflammatoires de les supprimer un petit peu. Et c'est vrai que ça m'accompagne aussi dans le quotidien. Je m'accorde quand même des écarts et parfois je le paye, mais je sais du coup et je réajuste en fonction. Donc c'est vrai que ce que vous disiez, c'est très juste et que la médecine, alors je ne vais pas dire alternative, moi j'aime bien utiliser le terme de complémentaire, parce qu'on doit piocher partout en fait, voilà. Et dans ma boîte à outils, il y a plein de petites choses comme ça, et on encourage, nous les bénévoles EndoFrance, on encourage vraiment toutes les personnes souffrant d'endométriose à se constituer cette boîte à outils qui sera très différente pour l'une comme pour l'autre. Ce qui marche pour l'une ne fonctionne pas pour l'autre forcément. Donc voilà. Ouais. Bah oui, moi je suis vraiment d'accord, je rebondis avec ce que vous disiez par rapport à votre rapport à l'alimentation et l'endométriose. Bah pour moi, je prône pas du tout une alimentation rigide, stricte et restrictive. Je pense plutôt qu'il faut apprendre à connaître son corps, connaître ses besoins et arriver à faire une alimentation sur mesure, voire connaître ses limites et se dire bah là je suis prête à franchir la limite parce que bah au niveau émotionnel j'ai peut-être plus envie d'être dans le partage, dans la sociabilité et peut-être me dire bah je connais ma douleur et je sais ce que ça va donner. Moi en tout cas j'ai réussi à comprendre que je fonctionnais par 3 repas, donc j'ai droit à maximum 3 repas inflammatoires, le troisième c'est pas possible. Donc la période, on va dire, de Noël où on enchaîne justement les repas là sont délicats et donc l'année dernière j'ai décidé de pas subir, donc j'ai alterné les repas, on va dire, inflammatoires, mais tout en ayant ce côté joie de partager. Mais par contre, voilà, donc on a chacun notre tolérance. Il y a tout ce qui est effectivement la caséine qui est inflammatoire. Le gluten, il peut y avoir différentes formes aussi de gluten qui est plus ou moins inflammatoire. Si on mange du pain au levain, le gluten est finalement digéré. Donc il n'y a pas cette notion de finalement gluten. Il y a du gluten dans le pain, mais il a été prédigéré par la fermentation et le fait de faire du levain. Donc voilà, c'est vraiment apprendre à comprendre. Pour moi, le soutien vient aussi dans l'information. Et donc, effectivement, c'est ce deuxième grand pilier d'action. Donc, on a vu le soutien. En ce qui concerne l'information, donc vous avez parlé de vos ressources, des différents livres que vous avez pu coécrire avec des scientifiques. J'ai l'impression, en tout cas, quand on pose le diagnostic, que la première information, soit avant le diagnostic ou soit dès qu'on a reçu le diagnostic, ça va être tourné autour de la question des symptômes et des préjugés. Est-ce que vous pourriez rappeler rapidement, pour justement un peu éclairer et donner une information assez succincte, mais en tout cas importante, je pense, à connaître quels sont les principaux symptômes de l'endométriose et quels sont les préjugés qu'il faudrait casser vis-à-vis de cette endométriose? Alors, le premier préjugé, je l'ai un petit peu abordé tout à l'heure déjà, c'est normal d'avoir mal au ventre pendant ses règles. Alors oui, c'est vrai que c'est normal parce que l'utérus, pour évacuer la muqueuse qui n'a pas servi à accueillir un embryon, pour évacuer les règles, va contracter. Et cette contraction, elle est physiologique et elle peut générer des douleurs. Mais elle va passer avec un antispasmodique ou un paracétamol tout simplement. Quand la douleur résiste à ça, quand la douleur nous empêche de poser un pied par terre, nous empêche d'agir dans le quotidien, d'aller au travail, d'aller à l'école, là, elle n'est plus normale. On ne peut pas considérer une douleur qui conduit certaines personnes à s'évanouir comme normale. Donc, il est vraiment important d'avoir ça en tête et de sortir déjà de ce premier cliché, la douleur est normale. Ensuite, donc, parmi les symptômes, alors on a dit dans 70% des cas, c'est une douleur invalidante. C'est ça, et c'est une douleur qui débute avec les règles. Sauf que cette douleur, elle va ensuite se chroniciser si on ne l'entend pas, si on ne la stoppe pas, si on n'en trouve pas la cause, elle va se chroniciser. Surtout si on ne fait rien pour la stopper. Donc au début, on a mal que pendant les règles, mais ensuite on a mal un petit peu avant, un petit peu après. Puis il y a des personnes comme ça qui me disent, moi j'ai mal 20-25 jours par mois. Voilà, donc c'est très variable selon la forme d'endométriose, selon la localisation des lésions, mais généralement la douleur prend beaucoup de place et débute avec des règles extrêmement douloureuses. Il y a des signes associés, c'est-à-dire quand on a une atteinte digestive ou une atteinte à proximité des intestins, du côlon, du rectum, on va avoir des troubles digestifs, une alternance diarrhée-constipation par exemple, et notamment pendant les règles. On va avoir aussi des troubles urinaires, on va avoir une sensation de faire des infections urinaires à répétition, mais quand on fait un examen d'urine, il est normal, il n'y a pas de bactéries.
ce qui est logique puisqu'on a une lésion d'endométriose qui vient irriter la vessie, qui peut même générer du sang dans les urines, puisque pendant les règles, la lésion va saigner aussi, donc ça va générer du sang dans les urines, mais voilà, si on ne fait pas le lien de ça s'amplifie avec les règles, on peut traîner ça longtemps. Il y a aussi d'autres symptômes qui vont être la fatigue chronique. À force, l'organisme doit lutter en permanence pour gérer cette douleur. La douleur, elle n'a pas de répit bien souvent, elle réveille la nuit, elle empêche de dormir correctement, on n'a pas un sommeil réparateur. Les personnes atteintes d'endométriose sont fatiguées chroniquement. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, il va y avoir aussi cette infertilité qui va conduire dans 40% des cas à la découverte de l'endométriose, parce que bien souvent, quand elles arrêtent leur contraception qui masquait les symptômes de l'endométriose, là, l'endométriose se révèle, et donc c'est là qu'on peut s'apercevoir qu'il y a, dans le cadre d'un bilan de fertilité, qu'il y a une endométriose associée. Il y a aussi des douleurs pendant les rapports qui arrivent chez de nombreuses femmes. Ça, c'est quelque chose à avoir en tête aussi. Et on ne doit pas considérer que c'est une douleur normale, que j'ai entendu beaucoup de femmes me dire oui, j'ai fini par aller chez le psy sur les conseils de mon médecin, il m'a dit que c'est parce que j'aimais pas mon copain que j'avais mal pendant les rapports. Non, la douleur, elle n'est pas dans la tête, elle a une base dans le corps, voilà. Donc ça, ce sont les symptômes les plus communs, les plus courants avec l'endométriose. Quand on a une atteinte diaphragmatique, par exemple, on peut avoir mal au niveau de l'épaule droite. Alors pourquoi l'épaule droite? Pourquoi l'épaule? Parce que il y a un nerf qui s'appelle le nerf phrénique qui passe, qui est tout près de l'omoplate, et une lésion d'endométriose qui va se poser sur la zone du diaphragme va emprunter ce nerf pour amener le message douloureux. Et donc au cerveau, pour lui dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la zone. Sauf que ça fait mal dans l'omoplate, dans l'épaule. Donc, quand on va aller voir le médecin, on va dire « Oh là là, je sais pas ce que j'ai mal à l'épaule, pourtant j'ai rien fait. » On va faire une radio, il n'y a rien de cassé. On va regarder les ligaments, non, tout va bien, aller faire quelques séances de kiné. Mais la douleur, elle ne s'en ira pas. Donc, parce que c'est pas l'épaule qui a un problème. C'est une douleur projetée, répercutée, parce que c'est le nerf qui emprunte c'est la douleur qui emprunte ce nerf-là pour amener c'est ces fameuses douleurs neuropathiques. Par exemple, voilà. Donc, de ce fait, il faut trouver quelqu'un qui connaisse l'endométriose, qui va dire « Mais vous avez mal depuis quand et à quel moment ça a débuté ?» Ah, ça a débuté... Ah, mais tiens, le mois dernier, quand j'avais mes règles, ça me faisait mal aussi. Et puis là aussi, j'ai mes règles, en fait. Voilà. Il faut faire le lien. C'est pas évident de se dire ça. Et donc, il y a des symptômes qui peuvent aller encore plus loin, c'est-à-dire que on peut finir par faire des pneumothorax, des hémothorax, parce qu'on a le diaphragme qui ne fonctionne plus correctement, qui est gêné par cette lésion d'endométriose. Donc ça c'est dans des cas rares, heureusement, mais ça arrive, quoi. Et la base, c'est un problème lié aux règles. Donc c'est compliqué. Ouais, donc on voit vraiment l'importance d'être informé, d'avoir un peu ce panel de possibilités, de pouvoir avoir un petit peu ça pourrait peut-être cette piste être l'endométriose. Et donc pour ça, il faut également que les scientifiques, les médecins soient également informés, puisque c'est finalement une maladie systémique, mais qui va toucher toutes les sphères du corps en fait. Donc c'est vrai qu'un urologue ou un gastro-entérologue qui n'a jamais entendu parler d'endométriose, c'est compliqué de lui faire entendre que essayer de me dire si c'est finalement ça ou pas. Enfin voilà, donc c'est vraiment j'ai l'impression un dialogue aussi entre les médecins qu'il faut essayer de rétablir. Donc on parlait de complémentarité médecine alternative et la médecine conventionnelle, mais j'ai l'impression aussi qu'au sein même des spécialistes, des médecins, il faudrait qu'il y ait également ce dialogue qui puisse se faire pour pouvoir avoir un soin global en fait. Tout à fait. Et là, je vais rebondir sur la troisième mission d'Endo-France, Agir. C'est agir avec les professionnels de santé et les pouvoirs publics pour améliorer le parcours de soins. Et en fait, dès 2003, l'association a commencé à solliciter les pouvoirs publics. Il y avait toujours les mêmes demandes. C'était construire une campagne de communication à grande échelle pour informer le public. C'était mettre en place des centres d'expertise dédiés à l'endométriose pour pouvoir prendre en charge les femmes et les personnes menstruées atteintes. Et la troisième, c'était améliorer, adapter la formation des professionnels de santé. Parce qu'on se rendait bien compte que
quand on décrivait nos symptômes à un médecin, il nous disait non, je vois pas ce que c'est, voilà. Et donc, ça c'était en 2003, il aura fallu attendre 2020 pour qu'un décret intègre l'endométriose dans les études médicales de second cycle. Et ça veut dire qu'il faudra attendre maintenant quelques années encore pour que ces médecins s'installent et puissent effectivement être efficaces en matière de diagnostic de l'endométriose. Et en attendant, on a dit au gouvernement, mais il faut agir pour les professionnels qui sont en exercice à l'heure actuelle. Ceux qui continuent à penser que l'endométriose est une maladie à la mode et que tout le monde va avoir de l'endométriose. Ceux qui continuent à penser que c'est normal d'avoir mal au ventre quand on a ses règles. Ou ceux qui vont dire à une jeune fille, mais vous êtes trop jeune pour avoir de l'endométriose. Ou alors à une dame, mais vous avez eu un enfant, donc ça ne peut pas être de l'endométriose. Et tout ça, on va y arriver petit à petit grâce aussi à la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose qui a été annoncée en janvier 2022, pour laquelle on a beaucoup travaillé avec les professionnels de santé, les équipes ministérielles, les associations, pour justement définir tout ce dont on avait besoin pour que la prise en charge de l'endométriose soit la plus efficace possible, la plus efficiente possible, adaptée à chaque cas et qu'elle permette une meilleure prise en charge sur tout le territoire français. Oui. Donc l'endométriose, on a dit, et le gouvernement le dit aussi, c'est un sujet donc, de santé publique, avec ce fameux plan national de lutte contre l'endométriose. C'est une maladie, malheureusement, qui est aussi invisible, et ça concerne toutes les sphères de la vie des femmes, donc que ce soit au niveau personnel, dans le couple, la vie de couple, mais aussi professionnel. Si on fait un zoom sur l'actualité récente, en février 2024, le Sénat a rejeté une proposition de loi sur le congé menstruel. Et donc, j'en viens à la question sur travailler avec une endométriose. C'est quelque chose qui peut être très handicapant. Quelles sont vos actions ? Là, on est dans le pilier du coup agir. Quelles sont vos actions en lien avec le monde de l'entreprise ? Donc, depuis 2019, nous avons commencé à intervenir dans les entreprises et collectivités pour justement sensibiliser à la fois les salariés et les managers sur l'impact de l'endométriose sur le quotidien et notamment le quotidien professionnel. Et on pense vraiment que la sensibilisation va amener quelque chose d'important parce que la maladie est tellement méconnue, c'est-à-dire que même si aujourd'hui tout le monde connaît le mot endométriose, on ne sait pas exactement ce qui se cache derrière, quel est l'impact, quelles sont les conséquences de cette maladie. Et notre objectif en intervenant, c'est déjà d'expliquer tout ça, tout cet impact sur le quotidien, mais aussi de mettre en avant des pistes qui vont permettre de favoriser le maintien dans l'emploi des personnes atteintes d'endométriose, parce que c'est important aussi. Les femmes atteintes d'endométriose, les personnes menstruées atteintes d'endométriose veulent travailler, forcément, mais elles ont des difficultés réelles pour le faire. Il y a certains métiers qui sont très physiques aussi, qu'elles ne peuvent plus exercer, et puis parfois, il suffit de petites choses qui vont les aider à tenir une journée entière de travail sans devoir partir en plein milieu de la journée pour rentrer chez elle parce qu'il y a la crise d'endométriose qui est là. Donc c'est tout ça qu'on essaye d'expliquer, ça fonctionne plutôt bien. Et on a à ce titre rédigé le livre blanc Endométriose et emploi que nous diffusons avec Kerialis, qui est une mutuelle qui a pour particularité d'avoir quasiment 80% d'adhérentes féminines, femmes. Et donc, ensemble, on diffuse ce livre blanc. Et ce livre blanc est présenté dans chaque sensibilisation en entreprise. Il a été relu par une avocate en droit du travail. Donc, voilà, ça donne des pistes aux employeurs pour aider les femmes à se maintenir dans l'emploi, les personnes atteintes à se maintenir dans l'emploi. Et puis, le dernier né aussi, pour nous aider comme support, comme vecteur d'information, c'est le Serious Game Endo Travail. C'est un jeu pédagogique et informatif qui va permettre de se glisser dans la peau de Catherine, qui est atteinte d'endométriose, qui reçoit un SMS de rappel, rendez-vous IRM à 16h, et puis dans le même temps, elle reçoit un mail de son manager, réunion importante à 16h, tout le monde dans mon bureau. Voilà. Qu'est-ce qu'elle va choisir ? Est-ce qu'elle va privilégier sa santé ou son travail ? Et en fonction des choix qu'elle fait, on voit les conséquences que ça va avoir, les réactions du manager, voilà, et puis le rôle important des services de prévention et de santé du travail aussi. Ouais, et du coup on voit à quel point l'information, elle doit être diffusée
pas uniquement aux personnes atteintes d'endométriose, mais également à toutes les personnes qui gravitent autour, donc les professionnels, on l'a dit, mais il y a aussi la question des conjoints. Là, j'ai vu que récemment, donc, vous aviez un nouveau parrain, Thomas Ramos, qui est joueur de l'équipe de France de rugby et qui est du coup conjoint d'une patiente atteinte d'endométriose. Quelle est votre stratégie pour également agir et avoir un impact sur les conjoints justement des endo-girls, comme on dit? Alors, nous, on n'aime pas ce terme endo-girl parce Ouais. que c'est vraiment coller une étiquette. On est autre chose que ça. Mais Ah oui. même si effectivement la maladie est compliquée, il ne faut surtout pas laisser la maladie nous définir. Voilà. Alors, Thomas, il nous a contacté effectivement en nous disant je viens de réaliser à quel point l'endométriose pouvait être impactant sur mon couple. Je viens de réaliser aussi comment c'était difficile pour des milliers de femmes, des millions de femmes même en France. J'ai envie d'agir à vos côtés parce que les conjoints et les conjointes ont un rôle à jouer dans cette pathologie. On a trouvé ça très touchant. C'est lui vraiment qui s'est tourné vers nous. Nous, on n'y avait pas pensé. Et du coup, on a dit, mais oui, bien sûr, vous allez être le porte-parole des conjoints et des conjointes. Et c'est comme ça qu'il est à nos côtés depuis 4-5 ans maintenant. Et qui nous accompagne. Et dernièrement, là, on a signé une convention de partenariat avec la Fédération française de rugby. Thomas était là aussi. Et l'objectif, c'est justement d'apporter de la sensibilisation d'abord sur le sport santé, parce que faire du sport, c'est bon pour la santé de manière générale, mais c'est aussi bon dans l'endométriose. Et puis, surtout, d'aller sensibiliser les équipes féminines, les éducateurs, les éducatrices, sur l'endométriose, de façon à ce qu'ils sachent aussi comment réagir face à une joueuse qui se plaindrait de douleurs pendant les règles. Ouais, donc on voit que c'est, comme on l'a dit, faire de la prévention, mais à la fois les filles, mais également les garçons. J'ai vu que vous aviez reçu très récemment, le 8 janvier 2024, la reconnaissance du ministère de l'Éducation nationale, et que vous interveniez déjà dans les classes depuis 2016. Quelle est votre action justement pour éduquer à l'endométriose, et du coup j'imagine à la fois les filles et les garçons, et peut-être des plus jeunes aux plus grands, quels sont les différents types de façons de prévenir l'endométriose dans les classes? Alors, effectivement, cet agrément de l'Éducation nationale vient un petit peu légitimer l'action que nous menions depuis 2016, parce que ça nous semblait important de pouvoir déjà informer les jeunes des potentiels signes qui peuvent cacher une endométriose et qui ne doivent pas être considérés comme normaux. On a aussi une action en parallèle auprès des infirmières scolaires. On intervient dans leur formation aux côtés de médecins pour expliquer comment nous, on peut jouer notre rôle associatif auprès des plus jeunes, et comment surtout on va ramener un petit peu de crédibilité, si j'ose dire, ou de messages justes et scientifiquement validés dans toute cette manne d'informations qu'est Internet, les réseaux sociaux, où on peut avoir tout et son contraire, et où il est difficile d'avoir l'information la plus fiable possible. Et donc, on intervient dans la formation des infirmières scolaires aussi, parce qu'on est persuadé qu'elles sont une porte d'entrée vers un possible diagnostic. La petite jeune, moi je me souviens je vais faire un exemple très concret. En 2016, quand on a commencé à former les infirmières scolaires avec un médecin, elle leur posait toujours la question, c'est une gynécologue spécialisée vraiment dans l'endométriose, elle leur pose la question, selon vous, combien de jeunes filles atteintes d'endométriose vous pouvez voir au cours d'un mois? Et les infirmières scolaires répondaient, ouh là là, pas beaucoup, d'ailleurs je ne sais même pas si j'en ai vu une dans ma carrière. Et donc le médecin disait, très bien, je vous fais mon topo et puis à la fin je vous repose la question. Et effectivement à la fin du topo, elle disait, ah mais oui, ça y est, un tel, voilà, parce qu'elles avaient compris que la petite jeune qui vient parce qu'elle a mal au ventre à cause de ses règles, c'est pas pour louper le cours de maths, mais c'est vraiment parce qu'il y a un problème derrière. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de messages de jeunes filles entre 16 et 20 ans
qui nous disent j'ai super mal au ventre, c'est une horreur, voilà, mon médecin me dit que c'est pas normal, que je suis trop jeune, etc. Et ce qui nous a conduit à mener une campagne auprès des infirmières scolaires, justement avec une affiche que l'on propose avec le personnage de Clara tiré de la BD L'endométriose de Clara. Et donc ce personnage dit on n'est pas trop jeune pour avoir de l'endométriose, parce que à l'adolescence on peut déjà avoir des signes très très forts. Alors bien sûr, il faut faire attention, il y a ce qu'on appelle les dysménorrhées primaires, c'est-à-dire qu'on peut avoir très mal au ventre sans que ce soit de l'endométriose. Parfois on a mal au ventre parce que les cycles se mettent en place, parce que voilà, il peut y avoir plusieurs raisons. Ça peut aussi être une autre pathologie comme la congestion pelvienne ou les ovaires polykystiques, mais il y a aussi l'endométriose qui peut, dès 16 ou 17 ans, moi-même j'ai commencé terriblement à souffrir à 16 ans, le diagnostic a été posé, j'avais 23 ans, donc 7 ans après, mais j'ai connu des années au lycée très compliquées. Donc voilà, en tout cas on ne peut pas ne pas entendre cette douleur et dire qu'elle est normale. Ça, c'est vraiment le message que l'on passe quand on intervient dans les sensibilisations auprès des jeunes et aussi auprès des infirmières scolaires qui aujourd'hui nous réclament vraiment des interventions de sensibilisation dans les classes. Et pour répondre à votre question, vous parliez des filles mais aussi des garçons. Au départ, les infirmières scolaires nous disaient bon, on a demandé aux garçons d'aller faire une autre activité pendant que vous allez par les règles parce que ça va ricaner, ça va voilà. Donc effectivement, nous, on acceptait. Et puis un jour, on leur a dit, mais vous savez, voilà, au lycée, c'est souvent, à la fin du lycée, c'est souvent là qu'on a les premières relations sexuelles. Peut-être que les garçons ont des questions et peut-être que c'est bien qu'ils sachent que plus tard dans leur vie de jeune homme, si ils ont une compagne qui a des douleurs pendant les rapports, d'abord que ça n'est pas de leur faute, ni à l'un ni à l'autre, mais qu'il y a peut-être quelque chose à aller creuser. Et en fait, les garçons sont venus et on leur a passé des messages. Et ce sont eux qui posent le plus de questions maintenant. Et puis souvent, ils commencent par nous dire « Ah, ma mère a de l'endométriose. Moi, c'est ma sœur qui a de l'endométriose, donc je la vois tous les mois, je vois comment elle est, c'est difficile. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, etc. » Et très souvent, on a aussi des garçons qui osent nous dire « Oui, ma copine a de l'endométriose. Du coup, j'ai peur de mal m'y prendre, je ne sais pas quoi faire. » Voilà. Et on trouve ça vraiment très, très touchant. Ouais. Donc, on voit que finalement, éduquer les garçons, c'est éduquer à avoir un soutien plus tard. Exactement. Un nouveau soutien qui le conjoint partage tout notre quotidien. Donc, il sait dans justement l'intimité, le panel des douleurs et des symptômes. Exactement. Ça, c'est très important. Et même dans nos actions, on le voit bien, les conjoints viennent, ils s'interrogent. Voilà. Ouais. Bon, donc on a pu voir que vos actions, elles sont très larges, elles touchent tous les publics. Vos principaux acteurs avec l'éducation et donc le gouvernement, les recherches. Vous avez un point d'honneur à ne diffuser que de l'information sourcée, validée scientifiquement avec votre comité scientifique. Et donc voilà, vous êtes beaucoup sur tous les plans, on va dire, et sur toutes les thématiques. Le mois de mars est un mois très chargé pour Endo-France, parce qu'on parle du coup de la thématique de l'endométriose. Il y a la semaine européenne de la prévention pour l'endométriose début mars. La journée mondiale de lutte contre l'endométriose sera le 28 mars. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur justement sur Endo-France, l'endométriose, et en tout cas vos prochaines actions, ou en tout cas vos prochains chevaux de bataille, par exemple? Quelles sont vos actualités à venir, on va dire? Alors, certes, il y a le mois de mars qui est très chargé. Nous avons organisé quasiment une centaine d'actions partout en France sur le mois de mars. Mais l'endométriose, c'est toute l'année. Donc, c'est pour ça aussi que nos bénévoles ne baissent jamais la garde et qu'on se dit qu'il faut être présente pour du soutien et de l'information tout au long de l'année. Donc, c'est pour ça qu'on en arrive à 700 actions chaque jour, chaque mois, chaque année, pardon, pour informer les différents publics. Notre cheval de bataille depuis 2003, et ça le restera toujours, c'est la formation des médecins. C'est-à-dire que, voilà, une fois que le diagnostic est posé, finalement, c'est là que tout commence. Quelle va être la prise en charge? Quel va être le médecin que je vais aller voir et qui saura m'aider et m'accompagner dans le quotidien? C'est ça qui est important. Aujourd'hui, il reste... Alors, je parlais tout à l'heure de la formation initiale des médecins qui est adaptée maintenant, qui intègre l'endométriose. Ça, c'est une bonne chose.
La formation continue qui est devenue visible à travers la stratégie, puisqu'elle est inscrite dans le dispositif de formation continue des médecins et qu'elle va paraître à la fin, ou plus tard à la fin de l'année 2024 dans le catalogue des formations pour les hospitaliers. Donc ça veut dire que tous les médecins, tous les professionnels qui travaillent à l'hôpital pourront se former sur l'endométriose, donc ça c'est très bien, mais c'est une démarche volontaire, la formation continue. Et il reste encore des médecins, aujourd'hui on l'entend encore, mon médecin ne m'entend pas, il ne m'écoute pas quand je lui parle de mes douleurs, il balaye ça, pour lui tout est normal. Voilà, et du coup ça restera notre cheval de bataille, la formation des médecins, la formation des professionnels, parce que même si ça n'était pas de l'endométriose, le fait qu'une femme ou qu'une personne menstruée souffre au point de ne pas pouvoir aller travailler, de ne pas pouvoir aller au lycée, ça n'est pas normal. Et c'est la qualité de vie, c'est vraiment l'impact sur la qualité de vie qui est dénoncé à travers ça. Donc on a tous le droit d'avoir une qualité de vie correcte, malgré une maladie invalidante. Et voilà, et nous, ce sera toujours notre cheval de bataille, former, sensibiliser les professionnels de santé. Ouais. Bah, ça me fait penser parce que là je suis en cours de formation auprès du CERDEN, donc un organisme de formation très pointu scientifiquement en matière de nutrition, et justement ils forment, mais à la demande des médecins, donc les médecins, les kinés, les infirmiers, les pharmaciens, ou les personnes comme moi qui n'ont pas on va dire un bagage médical, mais qui vont être là pour le volet prévention. Mais sinon la nutrition c'est aussi également en tout cas sous-côté, en tout cas en termes de volume horaire dans la formation initiale des médecins, on ne parle pas du tout assez de nutrition, et c'est encore une fois quelque chose de au bon vouloir de celui qui a envie de se former sur ce sujet, en plus s'il se sent concerné. Donc c'est vrai que voilà, quand on s'engage, il faut avoir peut-être un lien ou une appétence pour le sujet, et j'espère que l'endométriose sera quelque chose de généralisé effectivement, et plus qu'un choix personnel du professionnel. Donc on en vient à la fin de cette interview. Donc Yasmine, merci beaucoup pour tous ces conseils, toutes ces informations très claires et précises sur l'endométriose. Merci pour cet enregistrement et d'avoir pris le temps de partager sur ce sujet. Si on souhaite du coup s'engager et soutenir cette cause, quelles sont les différentes possibilités d'entrer en contact avec EndoFrance, de faire un don, et adhérer, devenir adhérent ou bénévole même à EndoFrance? Comment est-ce qu'on peut procéder? Tout cela est possible et tout cela est indiqué sur notre site internet endofrance.org. Donc vous pouvez effectivement faire un don. Il faut savoir que les dons, nous les réservons soit à des actions de communication particulières, soit à la recherche, mais c'est majoritairement la recherche. Depuis 2016, chaque année, on verse entre 50 et 70 000 euros à la recherche grâce aux dons que nous recevons. Et depuis 2016, c'est plus de 376 000 euros qui ont été versés à différentes équipes médicales qui travaillent tant en recherche clinique que fondamentale. Donc les dons pour la recherche. Quand on est atteinte d'endométriose et qu'on a besoin de soutien, et bien sûr on peut devenir adhérente de l'association. Être adhérente, c'est une cotisation annuelle de 23 euros, déductible bien sûr des impôts puisque nous sommes reconnus d'intérêt général. Et en plus de tout ce que l'on fait pour le grand public de manière générale, on offre bien sûr des choses particulières à nos adhérentes, des chroniques médicales rédigées par des médecins sur des thèmes particuliers, des rendez-vous individuels avec une bénévole en visio pour pouvoir parler de son parcours, de son cas, pour avoir des informations précises. On organise des visios vraiment réservés à nos adhérentes pour être en face à face avec un médecin hors cadre consultation, et donc pouvoir poser des questions pour mieux comprendre la maladie, les traitements, etc. On leur fait rencontrer des professionnels de santé, des sexologues, des ostéopathes, avec qui ils vont pouvoir, des kinés, avec qui ils vont pouvoir échanger. Et puis ils vont bénéficier effectivement d'informations juridiques, scientifiques, à travers différents médecins qui acceptent de donner de leur temps pour rédiger des articles. Ok, bon super, du coup je mettrai les informations et le lien du site EndoFrance en description de cet épisode. Donc cet épisode que je rappelle est dans le cadre... Oui. Pardon. Non. C'est vrai aussi qu'on est toujours à la recherche de bénévoles impliqués qui ont envie de donner de leur temps. Alors ça prend beaucoup de temps, mais c'est vrai qu'on en a besoin parce qu'on est de plus en plus sollicité.
Oui, bah, j'imagine, ouais. Et du coup, bah, avec justement le podcaston, qui est du coup le principe, c'est de mettre en avant encore plus les associations. J'espère que vous aurez un retour justement, donc n'hésitez pas à faire un don, à adhérer à EndoFrance. Si vous voulez faire un tour et un zoom sur l'alimentation et l'émotion, ça se passe aussi sur le site madameshitake.com. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup Yasmine, et j'étais enchantée et ravie de partager ce moment avec vous pour discuter Merci. de ces sujets. Merci beaucoup, merci à vous pour cette invitation.